bienvenue dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis du mardi sur YouTube, sur la chaîne Max. On est ravis de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de tennis et en très bonne compagnie, s'il vous plaît, avec Georges Goven. Salut Georges. Bonjour Anne, surtout Monsieur Bouchenot en très bonne compagnie. Romain Bouchenot à tes côtés. Salut. On va parler de tennis, on va parler de Jannik Sinner, bien sûr, ça ne vous a pas échappé. On va reparler de la suspension dont a écopé l'Italien. Un petit arrangement avec l'Agence mondiale antidopage, 3 mois de suspension pour le numéro 1 mondial. Et on va parler de choses aussi plus réjouissantes avec Georges et Romain. Les titres de Hugo Humbert à Marseille et de Joao Fonseca, la pépite brésilienne, à Buenos Aires, en Argentine. Et on va commencer avec une petite image sympa en provenance de Doha. Vous savez, le tournoi de Doha qui est cette semaine sur nos antennes sur Eurosport avec du beau monde et notamment Novak Djokovic qui fait son retour à la compétition sur les courts et qui partage le court en double avec son copain Fernando Verdasco, 41 ans. Ça, c'était hier. Donc, en double face à la paire Bublik-Kachanov qu'ils ont écrasé. Fernando Verdasco, 41 ans, qu'on n'avait plus vu sur les courts depuis un bon petit moment, mais qui avait décidé d'officialiser sa retraite puisqu'il vit à Doha. Sympa ce petit geste de Novak d'aller jouer avec son copain pour qu'il ait une belle sortie, mais c'est pas fini puisqu'ils ont gagné. Oui, tout à fait. Ouais, c'est d'autant plus sympa que Novak, beaucoup de gens ne le trouvent pas très sympa. Et il a souvent des gestes un petit peu comme ça, relativement discrets, hein, où il balance un petit coup de chapeau, où il donne un petit coup de main à des potes. D'ailleurs, Schwartzmann, récemment à Buenos Aires, l'a souligné. Il lui a rendu hommage en disant, mais vous savez, on ne sait pas tout ce que Djoko a fait, dont il ne se vante pas et qui sont des choses très bien. Et pour lui, c'était une personne très bien. En tout cas, petit clin d'œil et petit geste sympa, je trouve. Verdasco et Djokovic sont venus, leurs adversaires pas sûrs. Parce que ils n'étaient pas très présents. 6-1, 6-1, ouais, ça c'est bizarre. Ça c'est un petit peu bizarre, 6-1, parce qu'ils avaient quand même en face d'eux deux joueurs qui jouent souvent en double ensemble. Qui jouent le double. Bon, voilà. Fernando Verdasco qui s'attendait d'ailleurs pas forcément à gagner. Il a dit sur le court après, bon, je vais peut-être m'arrêter sur cette victoire pour avoir une belle sortie. Mais non, il continuera avec Novak Djokovic. Il y a sa demi-finale à l'Open d'Australie en 2009 qui restera dans les annales face à Nadal. Quel match. À Fernando Verdasco. C'est plus de 5 heures de match. Et on se dit Nadal va être cramé. Et il tape Federer. En 5 derrière. Et ouais, ça c'était la belle époque. Une époque un peu moins belle là, pour le tennis, avec évidemment cette affaire Sinner avec laquelle on va démarrer. Un arrangement qui passe mal. L'Agence mondiale antidopage a annoncé samedi donc que Jannik Sinner, le numéro 1 mondial, avait écopé d'une suspension de 3 mois. Georges Romain. Un accord a été conclu entre les deux parties qui annule l'appel que l'Agence mondiale antidopage avait fait pour voir rejuger le cas de Sinner qui, Georges, avait été dans un premier temps blanchi. On va refaire un petit peu la chronologie des faits. Il peut la faire, il y a des notes. Hein. Il a tout préparé, regardez. Il est prêt à prendre la parole. Non, mais je pense que ça vaut le coup de resituer vraiment cette petite histoire dans son contexte. Quoi, parce que, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas grand-chose dans ce qui s'est passé. Alors, très brièvement, qu'est-ce qui se passe ? Sinner, il est contrôlé 2 fois positif au Clostebol, une fois 2024 pendant le tournoi d'Indian Wells. Le 10 et le 18 mars. On vérifie, le 18 mars, période d'entraînement, de nouveau contrôlé au Clostebol. Donc, il y a enquête. L'ITIA, qui vérifiait tout ça, le blanchit. Et l'annonce le 20 août, oui. Voilà. Et elle considère que la dose de Clostebol est infithésimale et qu'elle ne peut être ni dopante et ni être un produit qui améliore la masse musculaire. Parce qu'en fait, c'est la qualité du Clostebol. C'est un anabolisant qui sert à augmenter la masse musculaire, qui irrigue plutôt bien les vaisseaux et qui amène du sang. Et qui a aussi une autre particularité, c'est un produit qui aide à la cicatrisation. Et c'est là où il y a... Qu'on retrouve beaucoup dans ce fameux spray. Et voilà, et qu'on retrouve dans ce spray italien. Puisque c'est la raison qu'il a donnée et qui a été acceptée au moment où il est testé positif. Donc, tout de suite, il est capable de rejouer et il est suspendu provisoirement de 3 jours. Et puis, il donne l'explication que donc c'est une contamination par son kiné Giacomo Naldi avec un spray qui avait été fourni par le préparateur physique Umberto Ferrara. Le kiné s'était coupé. Il a pris ce spray pour guérir. Et ensuite, il a massé Sinner et c'est comme ça que l'ingestion a été faite. Alors, ce qui est intéressant, donc on connaît ça. Donc, l'ITIA le blanchit.
Lama fait appel. Oui, Donc tout à fait, le verdict vient de septembre. tomber. Accord de règlement, suspension de 3 mois. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, Lama, elle avait suspendu un autre Italien, 87e joueur mondial en double, pour les mêmes raisons. Et puis, tout récemment, elle l'a blanchi. Donc, Sinner, il prend 3 mois et son compatriote italien, tant mieux pour lui, 87e en double, lui, il est blanchi. Donc, déjà, c'est un petit peu surprenant. Historiquement, 38 athlètes italiens ont été contrôlés positifs au trophodermine, donc ce dont vous parlez, cette crème, entre 2019 et 2023. Donc, il n'est pas tout seul là-dessus. Il y a un footballeur italien dans la même situation, pas italien, pardon, je crois, Palomino, c'est un Argentin. Ouais, je sais pas. Bon, Ça il a été suspendu en 2022 et blanchi pour exactement les mêmes raisons. Hein. À côté de ça, il y a eu la championne de ski, elle qui a pris 13 mois. La pauvre, elle avait l'élève Jersey, ce qui est Thérézio, oui, grande championne de ski de fond. Oui, qui n'est pas anormal pour une montagnarde d'avoir les lèvres un peu gercées. Elle a pris un baume dans lequel il y avait ce produit, elle a pris 13 mois. Oui, alors aujourd'hui, a priori, cette crème, elle est identifiée comme contenant une substance interdite. Et sur la boîte, il y a le logo antidopage. Il faut pas prendre ça quand on est athlète de haut niveau. Après, parfois, on n'a pas la boîte, on n'a que le tube. Et puis sur le tube, manifestement, il n'y a pas l'indication. La chose sur laquelle on voudrait revenir, et c'est ce qui fait grincer des dents dans le monde du tennis, Georges et Romain, c'est la façon dont l'Agence mondiale antidopage a un peu traité cette affaire. Puisque on a le sentiment que dans un premier temps, ils veulent montrer qu'ils reprennent un peu le pouvoir, que eux, ils estiment qu'il y a négligence de Yannick Sinner et de son équipe, et que pour cette responsabilité-là, il doit payer. Donc c'est pour ça qu'ils font appel donc en septembre et ils l'annoncent. Ils ont réitéré il y a quelques jours leur volonté de requérir 1 à 2 ans de suspension pour l'Italien, puisque pour eux, il y a négligence et il y a responsabilité. Ils devaient être jugés les 16 et 17 avril prochains. Et puis finalement, on a le sentiment que ça s'est accéléré ces derniers jours et qu'il y a eu un revirement quand même de situation et d'opinion du côté de l'Agence mondiale antidopage qui finalement choisit de passer un accord. Et c'est ça qui passe mal. À quel moment l'Agence mondiale antidopage passe un accord avec un athlète ? Ouais, on est complètement d'accord avec Romain là-dessus. L'AMA doit être respectée et respectable. Or, dans ce cas, pour moi, elle ne l'est pas. C'est un accord alambiqué. D'abord, est-ce que l'AMA doit prendre des accords avec des athlètes ? Soit ils appliquent ce qu'ils ont décidé. Je trouve que dire que l'athlète est responsable de son équipe, ces champions-là, c'est comme une écurie de Formule 1. Ils ont oui. Tout un staff derrière eux. C'est eux le chef d'entreprise de c'est le chef d'entreprise. Dans la justice normale, un chef d'entreprise, s'il est pris, il est pénalisé, c'est lui qui paye pour son entreprise et c'est normal. À partir de ce moment-là, ok, donc on prend une décision qui est juste. Là, 3 mois, ok, ça ne veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Puis on est passé de 1 à 2 ans, nous c'est ça qu'on veut requérir, à 3 mois. Voilà. Et en plus c'est un arrangement aux petits oignons, pardon, quand même, mais le timing. Le timing est parfait. Il joue l'Open d'Australie, il se retire de Rotterdam, et puis derrière, 9 février, 4 mai, à la veille du début de Rome, qui voilà, est quand le Masters 1000 sur terre battue, pour lequel il sera de retour. Il va pouvoir se préparer pour Roland Garros. Ça tombe bien, c'est un grand chelem et c'est l'objectif de l'Italien. On ne veut pas forcément lui tomber dessus parce que lui, quelque part, de la négligence, 3 mois, on se dit que ça semble proportionné. C'est une peine, voilà. Tu aurais dû mieux surveiller ton équipe, mais c'est la façon de faire. On lui laisse la possibilité de négocier. Donc, dans n'importe quel tribunal, on négocie, on essaye en tout cas de se défendre, même si on a fait une erreur, on essaye de se défendre pour avoir le moins possible de temps de suspension, de temps de prison. Voilà, c'est ça. On lui laisse la possibilité de le faire. Sinner l'a fait, il a négocié, à mon avis, très bien pour lui. J'espère que ça s'arrêtera là, derrière, dans l'image qu'il aura, Yannick Sinner, parce que lui, à part cette négligence, et d'ailleurs, que ce soit Lama ou Litia, ils ont tous les deux dit que c'était une négligence. Donc une fois qu'on sait la négligence, qu'on voit la négociation permise par les instances, Sinner, et après, il faut le laisser tranquille. Lui, il a eu raison de négocier, on lui a laissé ce choix-là, il l'a fait, il va revenir. Et ouais, j'espère que... J'ai pas l'impression que les autres joueurs, alors on a parlé peut-être de Kyrgios qui a été plus vindicatif, mais que les autres joueurs essayent de ternir son image. Je suis pas sûr. Non, ils pointent pas forcément Sinner. C'est plutôt les instances, en fait. Ouais, c'est la confiance qui... mais il y a quand même de la part des joueurs, il y a quand même certains, je pense à Richard Gasquet, que je connais bien, qui défend
vraiment Sinner, et puis tu en as d'autres quand même qui l'enfoncent un petit peu, qui disent qu'il aurait dû prendre 1 ou 2 ans. Alors que Sinner, c'est pas une bête musculaire, on se doute bien qu'il n'a pas pris ça pour se doper, quoi. Donc voilà, c'est décision un peu mi-chèvre, mi-chou, quoi. Hein. C'est la pire. Ouais. Pour moi, Honnêtement, c'est un peu le ressenti. On a le sentiment qu'ils ont eu peur en fait que le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui devait prendre la décision donc mi-avril, en fait les dédie et ne les suivent pas dans leur appel et mettent 0 à Sinner, parce que quand même dans un premier temps il avait été blanchi. Et du coup ils se sont dit pour un moindre mal, on veut quand même montrer que nous on veut le suspendre. Mais ça, donc ça on négocie. Décision. Parce que là, c'est une absence de décision. Il n'y a pas de décision. L'appel est annulé. Là, il n'y a pas de décision. C'est qu'on va faire un truc, mais à chaque fois qu'on fait un truc à moitié, ça passe nulle part. Ça passe pas pour les défenseurs de Sinner, ça passe pas pour ceux qui veulent. C'est pour ça, la main doit vraiment être respectée pour ce qu'elle est. Elle a tous les outils pour faire le job. Et elle doit prendre des décisions qui sont les mêmes pour tout le monde. Et non pas faire comme ça. Justement, ce manque de cohérence dans les sanctions, particulièrement dans le tennis, quand même, on a le sentiment. Et aussi sur ces cas a priori similaires de contamination, ça va être revu. Hein. Ils ont quand même reconnu, l'Agence mondiale antidopage, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il y aurait une vaste réforme du Code mondial antidopage. C'est en cours de réflexion pour une application prévue de début 2027. C'est aussi ce que réclament les joueurs. C'est qu'il y ait plus de transparence dans le traitement des dossiers, plus d'équité, d'égalité, puisqu'on a le sentiment que, voilà, selon qu'on est numéro 1 mondial ou pas, on n'est pas traité de la même façon. Ça va dans les deux sens, hein, puisque Georges t'a parlé de Marco Bortolotti, hein, donc le joueur de double, qui a été testé comme Sinner, innocenté par l'ITIA dans un premier temps. Et là, l'Agence mondiale antidopage n'a pas du tout dit qu'il faisait appel, quoi, parce qu'on s'y intéresse pas, parce que c'est pas un joueur connu. Et donc là, on n'a pas le même traitement. Mais dans un autre côté, il n'y a pas de cohérence, puisque tu as Stefano Battaglino qui a pris 4 ans. Alors lui, il n'avait pas été en mesure de donner un argument valable pour expliquer que c'était une contamination externe. Il l'avait dit, hein, c'est sans doute quelqu'un qui m'a massé dans un tournoi, parce que lui, il n'a pas son masseur personnel avec lui, il n'a pas son préparateur physique, c'est un joueur qui n'est pas de la trempe de Sinner. Ils utilisent les kinés des tournois, voilà, ce qu'on appelle le et service lui, qui est mis à leur il disposition. a expliqué que c'est ce qui s'était passé, mais il n'a pas pu le prouver, et donc il a pris 4 ans. C'est énorme, c'est énorme pour un joueur de prendre 4 ans de suspension. Il n'y a pas forcément de logique. C'est fin de carrière, pratiquement. Hein. Alors, on va peut-être écouter Novak Djokovic qui, en marge de Doha, a été interrogé justement sur cette affaire. Et lui aussi, il pense que le message de l'Agence mondiale antidopage est un petit peu brouillé et que ça ne plaît pas, évidemment, à tout le monde. It's not a good image for our sport, that's for sure. A consensus, or I would say a majority of the players that I've talked to in the locker room, not just in the last few days, but also last few months, that are not happy with the way this whole process has been handled. The majority of the players doesn't feel that it's fair. Also the fact that there's so much inconsistencies between the cases. So we've seen on the social media Simona Halep and Tara Moore and some other players that are maybe less known that have been struggling to resolve their cases for years. I hope that in the next period of the near future that the governing bodies are going to come together of our tours and the tennis ecosystem and try to find a more effective way to deal with these processes. Bon, en tout cas, on a le sentiment que ça peut laisser des traces quand même pour Yannick Sinner aussi, pour l'image du tennis en général, mais pour lui, est-ce que pour la suite de sa carrière, il y aura toujours cette ombre au tableau oui, sur son palmarès, forcément, sur ce qu'il réalise forcément, il y aura toujours à la fois des mauvaises langues et des gens mal intentionnés qui vont dire oui, mais il y a un doute sur... Ça reste malheureusement, hein, même si on est beaucoup à penser que le mec est clean, quoi, mais... Moi, ça marque. Je pense pas. Ah bon ? Tu penses qu'on va vite l'oublier ? Je pense, regardez Rafael Nadal, il y a eu des suspicions toute sa carrière sur lui, son exemplarité, sa sympathie, sa gentillesse a fait de lui quelqu'un d'apprécié de tout le monde. Je pense que Sinner est apprécié de tout le monde, en tout cas avant cette histoire-là. C'est ce qui ressort des déclarations. Et donc son image, enfin, si il était Nick Kyrgios ou des gens qui font parler de lui en dehors du court, lui il est concentré sur ce qu'il a à faire. Je pense que s'il suit sa façon d'être qu'il a depuis le début de sa carrière, il peut être quelqu'un d'apprécié. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord
avec vous. Sauf que Rafael Nadal, il a été contrôlé plus de 400 fois dans sa vie, il n'y a jamais rien eu. Ouais. Là, il y a eu un test positif. C'est ça uniquement la différence. Quoi. Oui, deux. On est tous d'accord que Sinner est quelqu'un vraiment, je trouve, de bien, d'intéressant, de posé, charismatique, même si son jeu n'est pas toujours extrêmement spectaculaire, disons, même si c'est de qualité. Mais bon, il y aura toujours le fait qu'il a été contrôlé positif 2 fois, ce qui n'est jamais arrivé à Nadal. Nadal, on ne peut pas mettre cette étiquette sur lui. On peut dire qu'il y a des suspicions, mais lui dit j'ai été consolé, quoi, je crois 434 fois ou quelque chose comme ça. Il n'y a jamais rien eu. Quoi, hein, donc mais l'image de Sinner est belle, je suis d'accord. Bon, on verra si elle sera toujours. Ce sera sympa de voir. J'ai hâte de voir effectivement. Chez lui, aussi, je pense pas à Rome. Ça va être un dieu à Rome. Mais on verra à Roland Garros. Ça va être intéressant de voir après, en Europe comment il va être reçu. Exactement, il y a toujours des mauvaises langues, mauvais esprits. Donc il va manquer de Doha, ça c'est cette semaine. Indian Wells et Miami, les 2 Masters 1000 américains. Monte-Carlo pour le début de la saison sur terre battue. Munich et Madrid. Et donc de retour quand même pour se préparer pour Roland Garros avec ce Masters 1000 de Rome. Il va perdre 2100 points. Mais on a fait les calculs, il risque quand même de rester numéro 1 mondial. Donc il y a peu de conséquences quand même sur sa carrière. L'arrangement, on a quand même le sentiment qu'ils ont tout fait pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la carrière du numéro 1 mondial, puisqu'il reviendra tranquillement à Rome, donc chez lui. Attention à Carlos Alcaraz. Oui, J'ai regardé son match. J'ai regardé son match hier, je l'ai rarement vu sur un premier tour comme ça de 500 s'encourager autant. Il s'est encouragé entre chaque point, il était très très concentré. C'est son match contre Silic qu'il a remporté. Aller chercher cette place du numéro 1, c'est dans sa tête. Je sais pas. Moi, ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu choqué. Je me dis, peut-être que ça peut être un de ses objectifs. Alors, pourquoi pas d'aller le chercher à Roland Garros, on verra. Mais je pense que dans un coin de sa tête, il se dit c'est peut-être l'opportunité de pendant 2 mois d'aller récérer 2 ou 3 de s'en rapprocher en tout cas. De toute façon, oui. Mais il aura beaucoup de points à défendre ensuite, Alcaraz. C'est une opportunité de se rapprocher de Sinner, pas que pour lui, pour Zverev aussi d'ailleurs. Oui, puisque c'est Zverev aujourd'hui le numéro 2. C'est bien, de toute façon, c'est bien. Pour la lutte, c'est encore mieux. Je veux dire, si les joueurs se rapprochent un peu, c'est toujours un peu embêtant qu'il y en ait un qui soit trop loin devant. C'est un peu comme le PSG, quoi, au championnat de France. S'il est trop devant, ça perd de l'intérêt. Tout était prévu. C'est pour que la course à la place du numéro 1 soit... finalement, a fait un truc fabuleux pour relancer le suspense dans le tennis. Le numéro 1, c'est Sinner. Est-ce que vous savez qui est le numéro 14 ? Oui. C'est Hugo Humbert. Bravo. Hugo Humbert qui a gagné 3 places. Oui, bravo, j'ai bien préparé. Avec son 2e titre consécutif à Marseille. Il était tenant du titre du tournoi en indoor dans les Bouches-du-Rhône. Et il est allé chercher un 2e titre consécutif de fort belle manière. C'est son 7e titre en carrière. Vous voyez là les images de sa finale face au grand espoir poulain de Novak Djokovic, Medvedev, qui était au Masters Next Gen d'ailleurs, aux côtés de Joao Fonseca. On en reparlera. Il est sacrément bon en indoor, Hugo Humbert, Georges. C'était sa 5e finale en indoor, 4 titres pour donc 5 finales. Il a perdu qu'une fois en salle sur ses 19 derniers matchs. Il est vraiment très très à l'aise. Oui, il a tout pour lui indoors. Il a le fait qu'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le vent, il n'y a pas de résistance à l'air. On joue sur des surfaces un peu plus rapides. C'est un joueur qui a un jeu très offensif, basé sur des prises de balles tôt, un jeu vers l'avant avec un gros service. Donc on enlève toutes ces petites choses qui peuvent le gêner et ça optimise son jeu de belle manière. Et effectivement, il est plus que redoutable. Je crois que statistiquement, c'est le meilleur mondial indoors actuellement. Bah ouais, et avec ce 2e titre, eh bien, il soigne son palmarès. Il n'a pas forcément joué en plus son meilleur tennis toute la semaine, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'il a su gagner malgré ça. Et pour gagner un tournoi, il faut passer par comme des vagues. Il y a des matchs où on va moins bien jouer, mais il faut quand même les gagner. Et puis il y a un moment donné où on va produire son meilleur tennis. Et là, à ce moment-là, on est encore en plus méritant pour gagner les tournois, en plus de chances de gagner les tournois. Mais souvent, je me rappelle Panatta au premier tour, l'année où il gagne Roland Garros, il sauve je ne sais pas combien de balles de match contre Kuki ou un Japonais, je crois, et dont une balle de match, je crois. Une volée plongée. Une volée plongée, vous voyez. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Il est au bord de perdre au premier tour contre un joueur contre qui il est beaucoup plus fort, et puis derrière, il monte en régime et il va gagner le tournoi. Voilà. C'est très important de gagner en jouant mal.
Il a battu Bublik, Sonego, Zizou Bergs et puis donc Medvedovic en finale 7-6, 6-4. Il peut viser le top 10 ? Ah oui, tout à fait. Assez rapidement. Après, je pense que pour viser le top 10, il va falloir qu'il concentre sa programmation sur les tournois et les surfaces où il est le meilleur. Et qu'il essaie vraiment d'optimiser sa programmation. On sait que sur terre battue, c'est un peu plus dur pour lui. Par contre, sur herbe, il peut être redoutable. Sur toutes les surfaces indoors, il faut qu'il aille faire tous les gros tournois, quoi, hein. Mais la période sur terre battue est forcément longue. Donc, il va devoir prendre des points sur terre battue s'il veut rentrer dans le top 10. Quand on regarde son parcours, à Roland-Garros, il n'a jamais rien fait. Si on regarde son parcours sur les Masters 1000 sur terre battue, il n'a pas été bon jusqu'à l'année dernière. Où l'année dernière, il fait quand même un quart de finale à Monte-Carlo, il fait un 3e tour à Madrid. On se dit qu'il avait déjà commencé à passer un petit cap sur cette surface-là. Il en aura besoin s'il veut rentrer dans le top 10. Je vous la fais courte. Madrid, on est un peu en altitude. Donc, Kitzbühel, Gstaad, s'il doit jouer, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, optimiser le truc. C'est que mais on met moins de points que sur les Masters 1000. C'est sur les Masters 1000 où il va falloir. Mais je prends un exemple tout simple. Manu Planck, que vous connaissez tous, avec Giovanni Mpecci, il a optimisé sa programmation. Il l'a emmené jouer en Amérique du Sud à 1800 mètres d'altitude. Et moi, je voyais des matchs que gagnait Giovanni. Je parle de ça il y a un an et demi. Oui, c'était l'année dernière. Où il faisait 30 aces par match parce qu'on était à 1500, 2000 mètres d'altitude. Il envoyait au service, personne ne retournait. Donc, il l'a amené à gagner des points tout en prenant de la confiance, tout en prenant de l'expérience, tout en continuant à travailler. Alors, il n'en est pas au niveau de prendre de l'expérience, mais optimiser sa saison et sa programmation, ça me semble être extrêmement important pour lui, pour monter dans le top 10. Et puis, comme dit Romain, il va progresser sur terre aussi. Ouais. Si les conditions sont bonnes à Roland-Garros, qu'il fait très beau, qu'il fait chaud, que les balles sont vives. En France, à cette période-là. On a eu des beaux Roland-Garros ces dernières années, ça c'est sûr. Il peut se régaler à Roland sur une terre un peu rapide. On a parlé, Anne, de sa saison, de ses victoires. Moi, j'aimerais qu'on parle de sa défaite, parce qu'il a une défaite. Il a perdu très peu de 7 depuis le début de la saison. Un contre Arthur Fils au 3e tour d'Australie. Et une défaite contre Zverev en 8e de finale. C'est pour moi ce qui peut être l'élément fondateur de sa saison. Il a fait un 2e set de niveau top 3 mondial contre Alexander Zverev, que même Sinner n'a pas fait. Il s'est fait dominer comme jamais Alexander Zverev sur un set. Alors, je pense qu'Hugo était un petit peu en train de surjouer. Il a vraiment tout attaqué, mais ça peut lui montrer par rapport à sa finale de Bercy, où il passe complètement à côté, où il ne la joue pas. Déjà, il a appris contre Zverev ce genre de match. Il ne faut pas les reproduire. Il joue ce match-là et il est fabuleux. Il perd la première manche en manquant seulement un jeu de service. La deuxième manche, il est extraordinaire. Je pense que, alors ça va être très très dur, mais s'il peut avoir ce niveau de jeu-là sur une heure, là il a eu une demi-heure, s'il peut l'avoir sur une heure, puis sur une heure et demie, il peut battre tout le monde. Et je pense que c'est cette défaite-là qui lui permet aussi derrière de se dire, même avec un niveau un peu moins bon, je suis meilleur que certains joueurs. Et des mecs comme Zverev, si j'arrive à hausser mon niveau, je peux les regarder droit dans les yeux. Et moi, je pense vraiment que ce match-là, ça va l'aider et que c'est ce genre de performance qui peut lui permettre de se rapprocher du top 10. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est des déclics qui peuvent se créer chez les joueurs en pensant qu'ils peuvent jouer plus détendus, plus relâchés et en laissant partir leurs coups, parce que lui, il a des coups qui peuvent aller très vite, ils peuvent atteindre des niveaux où quelquefois, ils n'imaginent pas qu'ils peuvent aller si haut. Et là, effectivement, ce set-là a prouvé. Je vais pas parler de Humbert, on en parlait un petit peu avant. De Minaur l'a montré pendant un set contre Alcaraz à Rotterdam. Il s'est dit, j'ai pas de chance si je rentre pas dans la balle, si je fais pas tout. Il a réussi à le faire un set. Quelque part dans sa tête, ça peut peut-être l'aider à franchir cette barrière pour rentrer plus en avant et dire, mais si j'arrive à jouer comme ça tout un match. C'est un peu le même combat pour Hugo. Ouais, on a le sentiment qu'avec la saison qu'il a accompli l'année dernière, Hugo Humbert, maintenant il a cette confiance de pouvoir battre tout le monde. Oui, j'ai fait tomber ma bouteille. Voilà, c'est pas grave. Elle était fermée, donc tout va bien. Il n'y a pas d'inondation sur le. Il n'y a rien dans la bouteille. Ah non, mais je surveille tout ce que je bois. Oui, non, mais parce que moi, je ne veux pas être à côté de gens dopés. Donc, Anne, on est bien d'accord, il n'y a rien dans votre bouteille. C'est Romain qui m'a donné la bouteille, donc je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. C'est vrai que ça peut être dangereux, mais non. Peut-être que je vais tomber en plein milieu de l'émission. Pour l'instant, ça va, jusqu'ici. Bien.
Il y en a un autre pour qui ça va bien, c'est Joao Fonseca, puisqu'il y a eu le titre de Hugo Humbert à Marseille, il y a eu celui du prodige brésilien de 18 ans, une étoile est née, ça fait un moment qu'on le voit arriver. Il a un bel éclat, Joao Fonseca, qui a remporté donc à Buenos Aires son premier titre, c'est un ATP 250 sur terre battue. Vous voyez les images, c'était sa première finale sur le circuit ATP, il va chercher son premier titre et de fort belle manière. Ça c'est la finale face à Francisco Cerundolo, on est en Argentine, on peut demander à Corentin Moutet, il sait un peu de quoi on parle. L'ambiance à domicile face à des Argentins, c'est pas toujours facile à faire. Et il a battu 4 Argentins sur 5 jusqu'en finale. Donc, pour aller chercher ce titre, c'est fort. Il en a vraiment dans la tronche, ce gamin. Ouais, j'aime bien quand vous dites il en a dans la tronche. D'ailleurs, il l'a montré dans ce match, puisqu'il a servi 2 fois pour le match. Il s'est fait rattraper. Il est à 18 ans, il est au bord de gagner son premier grand tournoi. Il joue en Argentine, public pas forcément favorable, même s'il y avait beaucoup de Brésiliens dans le stade. Il joue contre un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Tout est pas évident. Il break, il se fait débreaker, il rebreak, il se refait débreaker, et au tie-break, il termine de... Ça va être dur. On se disait tout ça, oula, ça va être dur, et puis il fait un tie-break, pas magique, mais presque, tellement il joue bien. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce joueur? Il sait tout faire, avec une formidable gifle en coup droit. Je pense qu'il a aussi l'enthousiasme, et je dirais un petit peu les 18 ans qui ressortent dans ses matchs, c'est-à-dire que il tente des choses parce qu'il est jeune, il n'hésite pas, quoi. Il sert bien, il vient à la volée. Mentalement, ça a été plutôt bien, ce qu'il nous a montré. Et il est 68e mondial. Aujourd'hui, il a fait un bond de 31 places au classement il joue mieux ATP. que ça. Je pense qu'au niveau, en termes de classement, il joue mieux que ça, déjà. Là, il a battu des joueurs 68e, mieux classés que ça. C'est un passage, mais il va monter encore plus. Et il s'adapte aux surfaces, parce que là, il a gagné 19 de ses 21 derniers matchs. Il a gagné son premier match en Grand Chelem en battant Roublev, ce qui est quand même une performance exceptionnelle, en 3 manches, premier tour de l'Open d'Australie. Il avait battu des joueurs comme Mensik ou Arthur Fils en indoor dans le Masters Next Gen, où il a montré qu'il était capable, sur une surface qui est peut-être l'une des plus rapides de la saison, être hyper agressif. Là, sur terre battue, alors... pour moi, Mariano Navone, c'est top 20 des terriens mondiaux. Il est exceptionnel, c'est un très très bon joueur. Il a sauvé 2 balles de match face à lui. Il sauve 2 balles de match. De quelle manière Il joue sur Wendolo. C'est un joueur qui sait s'adapter aussi aux surfaces. Alors, je ne pense pas qu'il ait déjà fait un match sur gazon. En tout cas, il n'a jamais joué Wimbledon. On verra s'il est capable de s'adapter à la surface. Mais il est hyper complet. Il a 18 ans. Il a une tête bien faite. Vous l'avez dit tous les deux. Ça, c'est un gars de 2006. C'est génial pour l'avenir du tennis quand on voit les Sinner et Alcaraz. 2006, vous vous rendez compte. Tout baigne pour lui pour l'instant. Après, c'est toujours la même chose. On monte, puis il y a un moment donné où il faut assumer ce statut qui est plus le même. Là, c'est un joueur qui monte, tout le monde a peur de lui. Lui, il arrive, il est gonflé à bloc. Quand il va falloir garder tout ça, tenir le niveau et continuer à progresser, c'est un peu plus dur. Aussi, exactement, c'est un petit peu plus dur, mais bon, une belle pépite. On a quand même le sentiment qu'il y a un peu la même chose qui se crée autour de lui que ce qui s'était créé avec Alcaraz à l'époque, quand il arrive sur le tournoi, sur le circuit, qu'il commence à jouer des tournois justement sud-américains sur terre battue. Il y a cette excitation autour de lui, ce buzz qui se crée. Les 3 perfs qu'il réalise, donc le Masters Next Gen en indoor, le top 10 face à Rublev pour son premier match en Grand Chelem quand même. Il se qualifie pour la première fois pour un majeur, puisqu'il est issu des qualifications, et il va battre Rublev en 3-7 alors qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui. On a le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de lui, parce qu'on aime bien aussi avoir cette excitation autour des joueurs. Créer des petites histoires. Créer des petites histoires. Il a l'air bien entouré. C'est un peu le même genre qu'Alcaraz, je trouve, sur le parcours et sur les... Oui, et puis le Brésil, ils ont eu Guga. Ça fait un moment qu'ils se cherchent une nouvelle star. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de très bons joueurs au Brésil, mais avoir je ne veux pas dire un nouveau Guga, parce que ce n'est pas la même personnalité, ce n'est pas tout à fait le même style de jeu, mais avoir un joueur de ce niveau-là qui peut les faire rêver, les amener au plus haut sommet, c'est fabuleux, parce que les Brésiliens, ils sont enthousiastes. On va pas dire c'était un terrien pur. Pur, ouais. Là, on a le sentiment qu'il y a quand même plus chez Fonseca. Il peut jouer sur toutes les surfaces. 3 Grands Chelems, numéro 1 mondial, il peut le faire?
comme Guga. Il peut être le plus grand joueur brésilien. On peut le tenter maintenant, on le gardera à la vidéo et puis on la je me méfie. Quand on le sort 10 ans plus tard, d'abord, on n'a plus la même tête et ça, c'est terrible. Mais en plus, souvent, on se trompe. Donc, mais il a du monde en face. Hein. Mais bon, il est plus jeune, il a 4 ans de moins. Hein, donc, il a encore du temps, évidemment. Il y a une marge de progression. Il a beaucoup de temps. C'est quoi les coups qui peut encore améliorer? Le retour, peut-être, ou il n'est pas encore toujours bien armé? Oui, alors il retourne de très loin, hein, lui aussi. Hein. Ouais, il retourne de très loin. Donc, à un moment donné, il va falloir voir s'il peut aussi retourner de près. Parce que moi, je prends toujours cet exemple de Medvedev. Ouais. Medvedev, il a fait peur à tout le monde. Puis, malheureusement, aujourd'hui... il fait plus peur à grand monde. Il fait moins peur à grand monde. Et je pense qu'avec Gilles, avec son entraîneur, il doit changer des choses maintenant. Enfin, faire évoluer des choses. C'est un immense champion, c'est un grand champion. Mais ça ne lui suffit pas d'être où il est. Là, au train où il va sortir du top 10. Et ça ne va pas lui plaire. Et donc là, il faut en tirer les enseignements. Voilà. Jouer plus près, améliorer son œil, son temps de réaction. Voilà. Je pense que Fonseca, peut-être il est capable de le faire. Il a gagné la Next Gem, donc il n'a pas dû peut-être retourner tout le temps de 4 mètres derrière la ligne. Voilà. Il est peut-être capable de le faire, il le fait peut-être. Il faut voir un petit peu, il faut lui donner un peu de temps, voir sur d'autres surfaces, voir sur d'autres joueurs, voir comment il joue contre les gauchers, enfin toutes ces choses-là qui peuvent être des petits soucis, et voir si... tout ça, ça se passe très bien pour lui. On verra. On va voir, est-ce que c'est un futur crack? On écoute Service Volé qui nous en parle de la pépite João Fonseca. La tête, le cœur et les tripes, João Fonseca n'a pas récupéré que le mantra de Carlos Alcaraz. Il est aussi et surtout le plus grand espoir du tennis mondial depuis le crack espagnol. Un statut exceptionnel acquis au prix d'une saison 2024 très prometteuse achevée à la 145e place mondiale. Mais on n'avait encore rien vu. Dès les 2 premières semaines de 2025, Fonseca engloutit le challenger de Canberra et sidère Andrei Rublev au premier tour de l'Open d'Australie. Une performance XXL absolument électrisante qui signa son entrée définitive dans le grand monde et dans le top 100 accessoirement. À 18 ans à peine, la pépite brésilienne a déjà la pancarte et tout un battage médiatique autour de lui, mais comment pourrait-il en être autrement? Avec ce coup droit, déjà qui fait partie des 5-6 meilleurs du circuit, il est devenu impossible d'ignorer João Fonseca. Sa faculté à laisser ses adversaires bouche bée à 6 mètres de la balle sans effort apparent est proprement sidérante. Dans la méta actuelle, avec les surfaces ralenties et les balles qui enflent au bout de 2 jeux, être capable d'injecter autant de rythme même sur des balles mortes est un atout hyper précieux. Mais là où le Brésilien est spécial, c'est qu'il a compris déjà à 18 ans qu'il serait encore plus fort s'il représentait un panel de menaces varié sur ce coup, à l'instar d'Alcaraz. Amorti bien distillé, appréhendé comme un coup d'attaque en profitant de la profondeur générée par son jeu, feinte d'amorti rallongée à la Roger Federer et même quelques petites improvisations tout en touché au filet, Fonseca fait bien plus qu'écraser bêtement la balle sur le court. Cette palette, on peut aussi l'observer via ses petits retours anticipés surprises à l'intérieur du court ou via ses contres en revers téléguidés sur ce décalage coup droit un peu tendre d'Etcheverry par exemple, un ancien quart de finaliste à Roland Garros qui l'a fait passer pour un joueur de Bilboquet cette semaine à Buenos Aires. Mais évidemment, Fonseca est encore très loin d'être un joueur fini, sinon il serait déjà top 10. Ces déplacements, même s'ils sont en très net progrès depuis l'année dernière, restent à des années-lumière de ceux d'Alcaraz ou de Sinner. Son tennis est encore un peu rustique et il doit combattre une certaine nervosité dans son jeu, assez nette en fin de premier set face à Etcheverry et même carrément évidente en début de rencontre contre Coria. En s'entêtant à placarder des coups droits sans idée, Fonseca nous a rappelé qu'il était encore très loin de l'âge de la maturité. Et c'est justement dans la difficulté qu'on peut vraiment observer la nature d'un joueur. Et ce qui frappe quand on observe Fonseca, qu'il soit en difficulté ou non d'ailleurs, c'est sa grande personnalité sur le court. Ses points serrés, son attitude globale, ses expressions et l'emprise qu'il semble déjà avoir sur ses émotions. Sa faculté à se reposer sur des schémas simples et expéditifs, comme de se rapprocher du filet afin de mixer les tempos, tel un vieux briscard, est à ce titre franchement épatante. En ne jouant que 60 matchs sur le circuit l'année dernière, Fonseca avait assumé ce développement sur le temps long et c'est en train déjà de payer aujourd'hui. Parce que l'âge de l'insouciance est déjà terminé pour Fonseca. Attendu dans le top 20 le plus vite possible, voire carrément comme le 3e homme derrière le duo Alcaraz-Sinner, sans cesse comparé à Guga par la presse de son pays, la pépite brésilienne est condamnée à finir son évolution en pleine lumière sans la mansuétude que son âge devrait pourtant lui offrir. Car la question n'est même plus de savoir si Fonseca sera top 20, mais s'il y parviendra dès cette saison. C'est une folie. Alors on espère pour João que la pression, il la boit comme une petite caipirinha bien fraîche sur les plages de Rio.
Pourquoi j'ai parlé de ça? Il a l'air d'être solide dans la tête, il est adoubé par les plus grands en tout cas, hein, puisque même Andy Murray a tweeté en disant qu'il avait hâte de voir un match entre Alcaraz et Fonseca. Adoubé par les plus grands, on l'a vu, il est sponsorisé par la marque d'un certain Roger Federer. Donc on va lui laisser du temps à ce garçon, parce qu'on veut qu'il continue à se développer, mais il y a quand même beaucoup de très belles promesses dans son jeu. Il faut le rajouter. Medvedev a dit une chose, il a un peu parlé des balles, là, ce qui n'est pas inintéressant. Medvedev a dit aujourd'hui, avec ces balles qui, au bout de quelques minutes, deviennent moins bonnes, plus lentes, tout ça, etc., il n'y a que 2 joueurs qui arrivent à faire avancer la balle, il expliquait. Il disait Alcaraz et Sinner, ça c'est ce que dit Medvedev, hein, qui est quand même sur le circuit, qui les voit tout ça. Je pense qu'on peut rajouter Fonseca avec ce qu'on vient de voir en coup droit. On a vu quelques patates de coup droit qui étaient... Ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, Etcheverry... Cerundolo, Navone et d'autres, c'est des joueurs terre battue. Ouais. C'est des joueurs sur une surface un petit peu lente, ils maîtrisent très bien le déplacement, ils sont durs à déborder. Et on les voit, ils sont sur place, ils ne bougent pas. Donc c'est que ça va très très vite. C'est que la frappe de balle, elle est incroyable. Et en fait, quelles que soient les balles, hein, parce que il frappe bien sûr encore mieux quand les balles sont neuves, mais il a l'air de frapper aussi incroyablement quand les balles sont plus usées. Donc je le rajouterai, je vais appeler Medvedev, je lui dis, tu rajoutes Fontega. On essaiera d'en reparler, d'y consacrer une émission à la qualité des balles, parce que je sais que Georges, c'est un sujet qui te tient à cœur, parce que la grogne monte pas mal sur le circuit. Oui, je crois que ça vaut un petit débat et expliquer un petit peu, surtout ce que ressentent les joueurs sur ces fameuses balles. On en parle de plus en plus à tous les échelons. Oui, on a vu encore, vous avez vu Sabalenka la semaine dernière, elle poste une photo entre la balle neuve qu'elle avait au début de son entraînement, puis la balle qu'elle avait un quart d'heure après. Alors effectivement, elle tape fort. Mais quand même, quoi. Mais quand même, il y a effectivement un petit problème avec les balles, ce qui sous-entend qu'il faut améliorer les cordages, les jauges, les raquettes, les surfaces, ils sont peut-être aussi pour quelque chose. Et puis surtout, c'est aussi le physique des joueurs qui doit encore évoluer pour être plus solide, quoi, pour frapper fort avec des balles qui vont moins vite. Ouais, c'est un gros sujet. En tout cas, Joao Fonseca, il est à Rio, chez lui au Brésil. Il y a beaucoup d'attentes après sa perf à Buenos Aires. Et ce sera sur Eurosport, bien sûr, tous les soirs à Rio avec Olivier Canton et Nicolas Mahut. Doha avec Georges Goven, qui est présent pour commenter toute la semaine. Il y a un très beau plateau. On va se régaler avec notamment Alcaraz et Djokovic, et donc sans Sinner. On en reparle très vite. On débriefera ça la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Du tennis donc sur Eurosport toute la journée, toute la soirée. Et puis merci à Seb Petit, Nolwenn Bigouin et Romain Kurtz pour leur aide sur la préparation de cette émission. Et à très vite pour toujours plus de tennis sur Eurosport, sur Max et sur YouTube. Bye bye.